Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live du 12 juin, comment ça va? Salut Mimou, salut Marmottin, hello Dézéchiel, salut Maléficente, salut Myriam, salut Audrey Book, salut Manon, salut Pitoulisa, je ne sais pas si j'ai oublié des gens, salut Go Renard, coucou Oliana, hello Ethan, comment ça va tout le monde? J'espère que vous avez passé un bon week-end. On a l'honneur et la chance d'accueillir ce soir Monsieur Ariel Holz. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Je te présente du coup la communauté qu'on surnomme les virgules qui sont là pour toi et on va parler évidemment de ta toute dernière parution, La princesse sans visage. Regardez-moi cette magnifique couverture. J'espère que tout le monde a son livre pour ce soir. Donc, si je dois te présenter, je vais essayer de te présenter. Tu me dis si je dis des bêtises et si c'est bon. Donc, tu es un auteur qui a notamment travaillé dans le cinéma et les jeux vidéo. J'ai lu ça avant de publier ta première trilogie. Les Sœurs Carmine, dont j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai absolument adoré. Il me reste le 3e à découvrir. Et désormais, c'est près de 12 livres que tu as publiés, si je dis pas de bêtises. Et oui, voilà. Si j'ai bien compté. En fin d'année, normalement. Ok, trop bien, on va en reparler. C'est toujours dans les univers imaginaires. Et aujourd'hui, donc du coup, c'est le dernier paru, La princesse sans visage. Comment tu présenterais La princesse sans visage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans spoiler? Alors, sans spoiler, Princesse sans visage, donc c'est un roman de dark fantasy, donc de la fantasy assez sombre, assez sanglante. On est dans les royaumes immobiles, qui sont des royaumes féeriques où vivent les monarques des saisons qui ont chacun une saison dans leur royaume attribuée à leur trône. Et ces monarques, en fait, se sont fait une guerre récemment. Et le roi de l'automne, qui était contre les trois autres reines, a perdu la guerre et il s'est fait tuer. Et son trône est resté vacant. Donc, dans les royaumes immobiles, en fait, le monde est créé à partir d'une substance qui s'appelle le glimmer. Et le glimmer, c'est une substance très instable, c'est une espèce d'énergie très chaotique qui nécessite des gens avec une forte volonté pour pas partir en bordel un petit peu pour voilà. Sinon tout va mal et tout s'effondre depuis les murs jusqu'au continent, les océans disparaissent, etc. Et à cette fin, comme le royaume de l'automne a besoin d'un nouveau monarque, les reines ont décidé d'organiser un concours qui s'appelle le Sacre des Saisons. Un concours où plusieurs prétendantes, 7 prétendantes vont essayer d'obtenir le trône de l'automne après différentes épreuves. Okay. Et dans ce roman, on va suivre comme héroïne principale Ivali, okay. Donc la princesse Ivali, ou Ivy de son surnom, qui est la fille illégitime du roi de l'automne qui se retrouve dans la compétition bien malgré elle. Okay. Car elle a été élevée totalement en dehors de la communauté de l'aristocratie féerique. Okay. Elle ne connaît rien de tout ça et elle va se retrouver un peu de gré ou de force dans cette compétition et essayer de remporter le trône de son père. Ok. Donc voilà. Mais ça donne trop envie. Et du coup, est-ce que Ivy c'est un peu ton personnage chouchou ou t'as quand même aimé d'autres personnages? C'est pas forcément la préférée, même si c'est l'héroïne principale. Alors Ivy, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui est dans le premier tome assez effacé. C'est une héroïne, j'ai envie de dire, qui permet au lecteur ou à la lectrice de bien entrer dans l'univers. Donc elle est un peu neutre, elle est assez naïve, elle est un peu comme les lecteurs qui découvrent l'univers au travers du roman. Elle n'y connaît rien, donc on va voir tous ces créatures, tous ces personnages hauts en couleur à travers ses yeux. Okay. Et effectivement, est-ce que c'est mon personnage préféré du tome? J'en doute un petit peu, ça reste quand même intéressant, mais il y a effectivement pas mal de personnages qui ont des personnalités un peu plus marquées. Okay. Et qui vont
jouer d'Ivy et de sa naïveté. Ok, d'accord, trop bien. Donc c'est le premier tome. Est-ce que tu sais déjà en combien de tomes c'est prévu ou pas encore? Normalement, c'est une duologie, donc ça devrait être en 2 tomes uniquement. Donc, le deuxième tome devrait arriver au début d'année prochaine. Ok, donc pas une saga à rallonge. Moi j'aime bien, mais je sais pas comment ça va se tourner. Donc, moi j'aime bien les duologies, je trouve ça chouette parce que c'est pas un one shot, mais c'est pas non plus des séries ou comme The Mortal Instrument où tu sais plus quand ça va se terminer. Donc je trouve ça vraiment chouette en duologie. Je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile d'écrire des duologies ou des one shots. Alors, en général, je pense que c'est quand même plus facile d'écrire des one-shots Ok. parce qu'on doit réussir à faire tenir une intrigue sur un seul livre et on n'a pas forcément besoin de trop développer Oui. en fonction des tomes suivants. Personnellement, je trouve que c'est plus facile pour les one-shots. Après, c'est vrai que si on est dans des univers où on a envie de continuer à raconter pas mal de choses, on est, euh, on est effectivement plus à l'aise dans les tomes et les séries un peu à rallonge. Ouais, bah Là, en après. l'occurrence, c'est vrai que pour l'instant, j'ai écrit, à part ma première trilogie, pour l'instant, j'ai écrit soit des one-shots, soit des duologies au maximum. Oui, Donc, c'est vrai que. Mais après, dans les Sœurs Carmine, c'était chouette aussi d'avoir ces différents points de vue. Et en fait, ça permettait de relancer la série sous un nouveau regard. Donc, ça faisait une suite, mais en même temps, c'était pas forcément les mêmes personnages. Donc, moi, j'ai trouvé ça super chouette comme dynamique, même si j'ai pas encore lu le tome 3. Donc là, c'était bien pensé aussi, parce que j'imagine que bah, il a fallu aussi travailler l'écriture, parce que c'est pas forcément le même dialogue selon les personnages. Et ça, c'était chouette, c'est ce que j'avais vraiment apprécié dans ton écriture sur les sœurs Carmine. Donc j'ai trop hâte de découvrir celui-ci en duologie, du coup. Et d'ailleurs, tu parlais justement de tes autres romans. J'ai cru voir que c'était que de l'imaginaire. C'est un milieu dans lequel peut-être tu te sens plus à l'aise. Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres choses, d'aller dans d'autres genres que t'as pas explorés, ou dans les mêmes genres, mais peut-être dans des recoins de l'imaginaire que t'as pas encore exploré? oui, alors c'est vrai que j'ai tendance à changer pas mal de registres d'écriture et puis de thématiques en fonction de mes romans. Voilà. Même dans la façon d'écrire, j'ai tendance à essayer des trucs assez différents à chaque fois. C'est pour ça que même dans les Sœurs Carmine, dans la trilogie, les 3 tomes sont écrits de façon bien différente pour bien marquer la personnalité de chaque sœur. Et oui, il y a encore pas mal de choses que j'ai pas écrites en termes de thèmes. Là, par exemple, en fin d'année, je vais sortir un roman qui est une uchronie du coup, Ok, euh, une uchronie steampunk. Donc là, c'est trop bien. un genre que j'ai pas encore abordé. Ouais, Et, et oui, après, on peut imaginer d'autres choses, de la science-fiction. J'ai pas encore trop fait non plus. ouais, trop bien. Ah, des romans, c'est n'importe quoi. Ouais, ça Il y a serait des trop thèmes, chouette. il y a des thèmes qui me tentent. Enfin, j'aime bien écrire un peu sur tout et ça me fait toujours plaisir de passer un nouveau thème, un nouveau genre. Ouais, tu te limites pas forcément dans ton écriture, et ça c'est chouette. Mais du coup, est-ce que pour écrire soit La Princesse sans visage, soit les autres livres, est-ce que tu fais des recherches, ou en fait qu'est-ce qui nourrit ta créativité? Parce que justement t'écris sur plein de thèmes différents, même ta manière d'écrire elle est très différente selon les romans, parce que j'avais aussi lu Temps mort par exemple. Du coup, comment tu fais pour être toujours aussi créatif? Moi, je pense que la créativité, ça se trouve un peu partout. Dès que je suis confronté à, je sais pas, un livre qui m'a bien plu, une série, un film, des jeux vidéo, ou même en me baladant, en allant voir Ouais. des musées ou n'importe quoi, il y a toujours des idées qui pétillent et qui au bout d'un moment vont s'accumuler et donner envie de mener un projet à bien en suivant telle ou telle idée. Et c'est vrai que moi, je suis une personne qui est assez distraite, entre guillemets. J'ai, j'ai du mal à focaliser mon attention sur un seul point, donc
toujours pas mal de projets différents, donc Ouais. c'est pour ça sans doute que je me diversifie bien dans les genres et dans les thématiques. Ouais, et du coup, est-ce que tu fais un travail de recherche quelconque ou c'est vraiment des choses que tu penses que t'as un peu process en les regardant, que ce soit du jeu vidéo, du film, etc. Ou est-ce que des fois tu vas un peu plus loin, il y a des choses que tu lis qu'on t'a conseillé et ou pas du tout? Oui, oui, alors donc les recherches, ça va vraiment dépendre de ma capacité au départ, si je connais bien le sujet par exemple, ou Hmm. pas du tout, si c'est quelque chose, par exemple pour les royaumes immobiles, je connaissais bien tout ce qui est la mythologie féerique anglo-saxonne, Ok. mais je connaissais un peu moins les mythes scandinaves, les mythes nordiques, voilà, des petits peuples, etc., et des créatures. Donc là, je me suis renseigné, par exemple, et au passage, m'a donné une idée pour un autre projet, du coup. Ok. Et oui, à chaque fois, on va, on va prendre des petits sentiers qui vont nous mener au projet final ou à toute autre chose. Et c'est vrai que les recherches, c'est une part quand même relativement importante de mes écrits, et c'est pour ça que Ouais. j'essaye quand même d'être le plus cohérent possible et de faire un maximum de recherches au préalable pour, pour respecter mon sujet. Ouais. Ok, ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu fais partie de ces auteurs qui lisent beaucoup ou tu fais plutôt partie de la team a peur de lire d'autres choses et d'être malheureusement trop inspiré par les écrits des autres? Alors c'est vrai que quand j'écris quelque chose, j'ai tendance à pas lire beaucoup autour du sujet, Ok, euh, pour, euh, pour garder peut-être une espèce de fraîcheur et pas pour me limiter en voyant ce qui a déjà été fait. ouais, Mais au-delà de ça, en général, oui, je lis quand même beaucoup, donc ouais, forcément, il y a des ouvrages que j'ai déjà lus sur des sujets que j'ai ensuite traités en roman, donc peut-être qu'il y a certaines références qui reviennent. Ou... après, oui, là, encore une fois, ça va dépendre. Si c'est vraiment un sujet auquel je connais rien, je vais peut-être ouais, lire à 4-5 livres avant sur la même chose ok. pour essayer de cerner un peu mieux mon sujet. Et du coup, si tu avais des recommandations à nous faire, qu'on puisse découvrir peut-être des livres qu'on connaît pas. Oui, autour de, de quel sujet? Autour des... Bah, pas forcément La princesse sans visage. Enfin, peut-être des livres que t'as lus pour ce livre-là, ou des livres que t'as vraiment trop aimé et que tu recommandes à tout le monde. Si on te demande qu'est-ce que je dois lire. Au-delà de tes romans, évidemment, on va lire sous tes romans, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y en a que tu nous recommandes? Oui, oui, bien sûr. J'écris pas mal d'urban fantasy. C'est vraiment un sujet qui est celui qui revient le plus souvent dans mes univers, et j'ai tendance à bien aimer un roman d'urban fantasy qui s'appelle Neverwhere de Neil Gaiman, Ok. euh, donc auteur anglo-saxon qui fait pas mal de trucs. C'est aussi Coraline que j'aime beaucoup, Ok, qui a ouais. sans doute un peu inspiré le personnage de Dolorine, un petit livre Ok. court. Voilà, donc ça c'est un auteur que j'aime bien. Après, il y a pas mal de, oui, de livres qui m'ont marqué sur différents points. J'ai lu pas mal de Stephen King quand j'étais Ok. plus jeune. C'est vrai que c'est un truc qui m'a sans doute pas mal marqué mon style d'écriture, et la façon d'aborder les histoires avec toujours une période d'installation de l'univers, et ensuite on passe aux choses sérieuses. J'ai tendance à devoir ça sans doute à Stephen King, parce que lui aussi il met pas mal de temps à poser ses personnages, à poser ses univers. Ses livres sont souvent des gros pavés. Bon, les miens sont beaucoup plus courts. Et, Ouais. et oui. Ok, trop chouette. Bah, c'est vrai que moi, enfin, Stephen King, je lis pas parce que je suis trop peureuse. Mais c'est vrai que dans tes livres, on ressent un peu le petit côté spooky. Mais là, j'arrive à les lire quand même. Donc
Ça va, c'est chouette. Je rappelle pour les personnes du chat qui sont là, si jamais vous avez des questions, je peux remonter aussi les questions, donc n'hésitez pas. Voilà, si au cours de la discussion ça vous vient ou si vous avez des questions à poser, faut pas hésiter. Je ne suis pas toute seule à poser des questions. Voilà, c'est l'intérêt aussi du live, c'est chouette. Tout à l'heure, tu parlais du steampunk et il y a une personne qui savait pas ce que c'était. Comment toi tu le définirais le steampunk? Alors le steampunk, c'est un genre qu'on rapproche très souvent de l'Uchronie. Donc l'Uchronie, c'est une histoire fictive en fait. C'est on prend un point dans l'histoire et on imagine quelque chose qui a complètement changé et qui a bouleversé l'histoire. Donc par exemple, je sais pas, on pourrait penser, peut-être des gens ont vu cette série Le Maître du Haut Château où c'est en fait l'histoire si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et pour le steampunk, en fait, le point de changement, c'est que au lieu de développer une technologie sur l'électricité en général, on, on développe toute la modernité autour d'une énergie qui est la vapeur. Donc les machines à vapeur qu'on trouvait beaucoup au 18e, fin du 18e, début, et tout le 19e siècle. Donc période de la révolution industrielle. Et donc pour le steampunk, donc steam ça vient de la vapeur et punk c'est un genre touche à tout quoi. C'est que la vapeur est emparée de la société, voilà. Et et donc il y a plusieurs versions du steampunk bien sûr. Il y en a où c'est basé sur la vapeur, parfois ça peut être tout est basé sur l'électricité ou enfin ou je sais pas l'essence etc. Et ou l'énergie solaire par exemple. Et en fait on va réfléchir la société et l'histoire par rapport à cette nouvelle énergie et qu'est-ce qu'elle a apporté comme changement. Donc par exemple les ordinateurs au lieu de fonctionner avec des processeurs à l'électricité, ils fonctionnaient avec de la vapeur. Et c'est aussi beaucoup d'esthétique le steampunk. Oui. On rapproche toujours ça du cuivre et des rouages, des boulons, voilà, l'époque du 19e est très souvent celle qui est le plus esthétisée dans le courant steampunk, voilà. On peut Oui, le c'est voir vrai que... sur des gens qui font des cosplays ou des costumes comme ça. Ouais, c'est un univers où on peut s'amuser aussi bien en écriture qu'en création d'univers finalement, parce que c'est, comme tu dis, c'est très esthétique. Du coup, c'est chouette. Il y a un espèce de cadre, pas comme dans la fantasy où on peut partir un peu dans tous les sens. C'est un espèce de cadre préétabli, mais on peut s'amuser dedans. Et c'est hyper intéressant à explorer. C'est vrai que j'en ai pas lu tant que ça des livres dans cet univers, mais c'est hyper chouette. J'ai trop hâte aussi de le découvrir. Je vais te remonter des questions du chat du coup. Oliana qui te demande si on devrait lire un de tes livres pour te découvrir, ce serait lequel que tu conseillerais en premier? C'est une question hyper difficile, j'imagine. Mais toi, tu conseillerais lequel? Alors, en général, je dirais peut-être de commencer par le premier tome des Sœurs Carmine parce que c'est le premier roman que j'ai écrit, mais après ça va vraiment dépendre des goûts et des ressentis par rapport à mes univers. Si on n'aime pas du tout, je sais pas, justement la fantaisie urbaine, un peu victorienne comme dans les Sœurs Carmine, si on préfère des choses plus héroïque fantasy ou plus fantasy pure, on peut commencer par des romans comme Pénombre ou Les Royaumes Immobiles justement. Voilà, on préfère l'humour ou pas d'humour, voilà, on peut se pencher sur différents, va vraiment dépendre, de la volonté et des affinités qu'on a avec un tel univers. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient commencé par me découvrir avec Les Royaumes Immobiles et La Princesse sans visage et effectivement, peut-être qu'ensuite quand ils passeront à autre chose, ils lisent quelque chose d'autre que j'ai écrit, ils trouveront ça très différent des Royaumes Immobiles. Bah, je trouve que c'est pour avoir lu Temps mort et les Sœurs Carmine, c'est très différent, mais on retrouve quand même un style d'écriture qui est hyper chouette, qui est quand même
toujours un peu pas exactement le même, mais on retrouve quand même une patte, un truc. Donc je pense que si on a aimé un de tes livres, les autres, on va les aimer différemment pour différentes raisons, parce que ça sera d'autres univers. Mais c'est ça qui est trop chouette, en fait. On peut commencer avec un livre, et en fait, on accroche à un style d'écriture, et finalement, ça va nous emmener dans d'autres choses qu'on connaît pas. Donc ça, c'est trop, trop bien. Donc effectivement, c'est une question un petit peu difficile de choisir entre ces livres, mais on peut commencer sur un peu un truc qui nous accroche. En fait, faut lire les résumés. Vous prenez le premier qui vous accroche, et après, si vous vous accrochez, en fait, vous allez accrocher à tous les autres. Donc, vous avez de la chance d'avoir un auteur qui a écrit beaucoup de livres, donc vous avez plein de choses à découvrir. Du coup, on me pose la question aussi, quelle étape de la création d'un livre tu préfères? Est-ce que tu préfères l'idée de départ, l'écrire, la promotion, la recherche? Est-ce qu'il y a une étape que tu préfères dans voilà, le processus d'écriture? Alors en général, c'est quand même des étapes qui sont vraiment différentes à chaque fois. Par exemple, trouver une idée, c'est peut-être entre guillemets ce que je préfère, parce que c'est ce qui est le plus facile, quoi. Ensuite, quand on met la main à la pâte, on se met à écrire, là, ça devient un peu plus fatigant du coup. Ouais. Et ça prend beaucoup plus d'efforts et d'énergie. C'est vrai que, comme je disais, moi, j'ai tendance à être un peu dissipé, à avoir une attention qui se disperse facilement. Donc, Ok. du coup, trouver des idées, ça me correspond bien. Et rester par contre concentré jusqu'à de la première phrase au point final du livre, Ouais, c'est c'est un peu difficile. plus compliqué. Mais quand même quelque chose que j'apprécie tout particulièrement parce que du coup, quand on présente l'idée de base, on la présente souvent sous forme de pitch, c'est-à-dire, on va dire entre 5 et 10 lignes pour donner une idée à un éditeur, ou alors ce qui s'appelle un synopsis détaillé où on va détailler sur entre 2 et disons 6 pages euh, comment l'histoire est construite et tout ce qui arrive. Et ensuite, on va passer de ça à quelque chose qui va faire au minimum, je dirais 300, 400 pages. Donc, on n'est pas du tout dans le même rapport à l'écriture et au style. On doit être assez concis et vide de style sur la présentation par un synopsis, tandis que dans l'écriture, là, on peut se faire beaucoup plus plaisir et puis chercher des formules intéressantes, façon de raconter avec originalité, voilà, être un peu plus poétique et ce genre de choses. Donc, c'est complètement différent. Et puis après, tu parlais aussi de la promotion, et c'est vrai que la promotion est le stade final, et c'est vraiment très, très gratifiant de rencontrer les gens, que ce soit là, par exemple, sur un chat ou dans les salons et les festivals, et de faire des signatures, parce que là encore, on écrit pour que les gens nous lisent, donc c'est toujours chouette d'avoir des retours avec le public. Ouais, c'est sûr que ça doit être un peu émouvant des fois d'avoir les lecteurs en face de soi qui ont lu nos histoires, j'imagine. Déjà, l'écriture, c'est un process hyper difficile. Moi-même, j'écris pas parce que vraiment, je trouve ça hyper difficile. Donc, à chaque fois, je suis hyper admirative quand je lis et je suis le parcours comme le tien. C'est une question un peu classique, mais est-ce que tu as une routine d'auteur ou pas du tout? Parce que tu disais que tu avais du mal à te concentrer. T'as peut-être des tips pour se concentrer? Oui, alors une routine, pas vraiment, si ce n'est que j'écris très peu le matin. En fait, j'ai tendance à écrire dans l'après-midi et surtout dans la soirée jusqu'à assez tard le soir, ce qui explique peut-être aussi pourquoi j'écris pas le matin, parce que Faut dormir à un moment. voilà. Et oui, effectivement, travailler en nocturne dans l'écriture, ça permet d'être un peu moins distrait. Bon, après, il reste tout ce qui est réseaux sociaux Ouais. et distraction informatique. Mais oui, c'est ce genre de routine. Alors après, ça va vraiment dépendre de quel stade j'en suis sur tel ou tel projet, mais et j'ai pas vraiment d'endroit particulier où j'écris en dehors de chez moi. Je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup à l'extérieur, ce que Ok. font certains auteurs qui préfèrent aller dans des lieux un peu animés comme des cafés ou même à écrire dans la nature, dans les parcs. Moi non, c'est plutôt
écrire chez moi dans le silence, ce qui me Ok. plaît. Ah ouais, le silence, t'as même Alors, pas de musique, t'as pas de choses comme ça. alors, je peux avoir un peu de musique de temps en temps, mais en fait, quand on écrit et qu'on est concentré sur un texte, en général, au bout d'un moment, on n'entend plus que les mots dans sa tête et on Ok. n'entend plus la musique, donc ça sert plus à grand chose. Soit on n'est pas très concentré et du coup la musique va prendre le pas sur la concentration, soit on est très concentré et du coup on n'entend plus la musique. Ok. Alors pour moi, c'est le cas, donc j'écoute pas beaucoup de musique en général. Ok. J'avais une question de Jordi que je trouve chouette, mais qui va être, à mon avis, un petit peu difficile. Si tu devais vivre dans l'un des univers de tes romans, ce serait lequel? Alors déjà, il faudrait que je vive dans un univers où j'ai pas tant de chances que ça de me faire tuer, donc Ouais, ça va être compliqué. C'est clair. probablement pas l'univers des sœurs Carmine, parce que Galaisai c'est un peu dangereux. Oui. Après, j'aime bien l'univers de Bépocalypse, donc mon roman post-apocalyptique. J'aime bien le côté un peu survivaliste dans un milieu urbain. Ça peut Ouais. être amusant après l'apocalypse, mais bon, encore une fois, reste très dangereux. Ouais. Euh, En hmm, même temps, tes univers sont pas très safe, hein. Même moi, qui suis pourtant pas la dernière courageuse, là, j'aimerais pas trop y aller, tu vois. J'aime bien les lire, mais j'aimerais pas y aller. peut-être le petit village de Bedlam qui est dans ma série jeunesse Fingus Malister. C'est un Oui. petit village qui est inspiré un peu de la campagne bretonne et anglo-saxonne et c'est assez sympathique. Il y a Oui, ça doit être joli. des bestioles à droite à gauche, mais en général, ça ressemble un peu au, au village de Préolard dans Harry Potter, mais Ok. Trop bien. J'ai Pidou Lisa qui demande, de tous tes personnages, à ton avis, tu ressembles auquel le plus? hmm, c'est assez compliqué Ouais, c'est comme hyper question. dur, je trouve. Parce que tu t'inspires Je forcément pense de que- gens autour de toi ou de un peu de toi, mais... Oui, je pense que dans chacun de mes personnages, il y a forcément un peu de moi puisque je les ai écrits et j'ai Oui. mis quelque chose. Après, oui, peut-être les sœurs Carmine dans leur ensemble me représentent bien Ok. parce qu'elles ont des facettes de ma personnalité qui sont un peu exacerbées sur chacune d'entre elles. Donc, mais après, ouais, je pense que tous mes personnages ont un trait au moins Oui, en un peu de commun. toi, quoi. Ouais. Forcément. Moi, on m'a dit que je ressemblais beaucoup à l'aînée des sœurs. Donc, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment, mais je trouvais ça rigolo. Sur le chat, on m'a dit ça. Ah oui, Euh, est-ce que tu es une chippie et ouais, tu n'as pas un beaucoup. peu badass et pas trop d'empathie, quoi. C'est un peu ça. Moi, j'étais super curieuse parce que du coup, j'ai lu que tu faisais... Enfin, avant, t'avais travaillé dans le jeu vidéo et le cinéma. Tu faisais des scénarios, du coup, pour ça ou tu faisais autre chose? Alors, dans le jeu vidéo, je travaillais complètement, et même dans le cinéma, en fait, j'ai travaillé généralement en marketing parce que Ok, j'ai fait des études de marketing, donc marketing et communication. ok, trop bien. Euh, j'avais fait un master professionnel pour qui s'appelle un master d'écriture et non, de scénario et d'écriture audiovisuelle, pardon. Ok, Donc, qui était à destination des scénarios, et dans le milieu du cinéma, mais même dans le milieu du cinéma, j'étais à la communication pour une école privée de ok. cinéma dans la région parisienne, donc jamais participé en tant que scénariste, voilà. Ok, mais c'est rigolo parce que du coup, ça t'a amené sur le chemin d'auteur, finalement. Oui, Donc, bah surtout par rapport au cinéma, qui m'a ce qui m'a intéressé dans mes études et dans le fait de travailler dans le cinéma, c'est que je me suis rendu compte que les scénarios et les scripts dans le milieu audiovisuel sont des documents où il y a très peu de style. Là encore, ça ouais. ressemble un peu à des synopsis Mm. dans le milieu de l'écriture et comme c'est des documents de travail, ils sont très techniques et
c'est assez mal vu de mettre des Ouais. détails Ok. inutiles, voilà, de mettre des adjectifs, de faire des tournures de style, Hmm. parce que c'est pas le scénariste qui s'occupe de ça, en fait, c'est le réalisateur en général. Bon, après, il y a beaucoup de réalisateurs qui écrivent eux-mêmes leur scénario, du coup, Ouais. pour cette raison-là, mais oui, donc tout ce qui est le style d'un film, en fait, c'est le réalisateur qui le fait et pas le scénariste. Le scénariste, lui, ça va être l'intrigue et, et ce qui se passe, mais voilà, donc en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop écrire des scripts et des Ouais. scénarios pour le cinéma, donc je me suis penché vers l'écriture Oui. littéraire. Oui, tu t'amusais moins. Donc en fait, t'écris un peu depuis toujours, ou du coup, après avoir travaillé dans ces milieux-là, tu t'es dit non, mais en fait, moi, j'ai envie d'écrire mes histoires. Alors, j'écris pas depuis toujours, mais c'est vrai que j'ai très tôt commencé à raconter des histoires à mes groupes d'amis, voilà, Ok. des gens de ma famille, etc. Et ouais, c'est cette volonté de créer des univers et de raconter des récits à l'intérieur qui m'a toujours motivé. Donc c'est vrai que c'est de cette façon-là que j'en suis venu à l'écriture par la suite. Ok. Ok. Et du coup, bah, dernière question qui a été posée par Capharnaüm Livresque. En général, tu mets combien de temps pour écrire un livre? Alors, ça dépend si on parle de l'écriture pure, de la rédaction pure du premier jet du manuscrit, par exemple, ou si on parle de l'ensemble de la chaîne du livre à partir du moment où il y a une idée jusqu'à ce qu'il soit mis en boutique. Donc, on va dire qu'en général, il me faut peut-être 3-4 mois on va dire entre 2 et 4 mois pour faire la rédaction même du manuscrit, Ok. donc un premier jet. Et Ok. ensuite, par contre, il faut à peu près le double de temps, on va dire entre 8 et 10 mois pour que le roman arrive. En fait, voilà, quand un roman sort, généralement, il est écrit un an au préalable avant qu'il sorte. En gros, à peu près. Oui, c'est un processus assez long finalement. Oui, C'est pas juste écrire et puis hop, c'est bon. Et ben merci beaucoup. Je sais pas si t'as le livre près de toi. oui, je dois avoir un exemplaire. Mais je peux... Est-ce que du coup ça te dirait de nous lire le prologue parce qu'il me semble qu'il est. Alors attends, est-ce que ça fait long pour toi ou est-ce que tu nous lis une page? Tu nous lis la première page du prologue pour nous lancer. Oula, je lis pas hyper bien, mais je peux Bah, essayer. Oui. juste, ça te dit la première page, mais si ça te met mal à l'aise, on ne le fait pas. Non, non, je peux lire la première page, y a pas de souci. Trop, trop bien. Merci beaucoup. Alors, tout le monde a son livre, les enfants. Ouvrez votre livre à la page 9 et on va avoir le prologue lu par Ariel Hall. C'est trop, trop chouette. Quand tu veux, du coup. Perchées sur une courte falaise, 3 reines fées prennent le thé. Autour d'elles, le monde se disloque. Des éclairs silencieux fissurent les nuages. Un ciel d'orage plombe la lande à leurs pieds. Écrasés par tant de grisailles, les rares arbres, des saules pleureurs, semblent pousser à l'envers. Leurs feuilles maladives s'étiolent, laissant apparaître des branches à l'écorce miroitante. Même miroitement déchire partout le paysage. De longues balafres de lumière sur les troncs, herbes cendreuses, la falaise, et flots troubles d'un océan au crépuscule. Cet éclat vorace se nomme Glimmer. Il insuffle la vie à chaque être, habite chaque objet, compose chaque contrée des royaumes immobiles. Mais aujourd'hui, il est source de leur déclin. Dans la lande tourmentée, sa clarté absorbe peu à peu les couleurs. Les dernières s'accrochent à la tablée royale comme les survivantes d'un naufrage. Et quel radeau incongru! Un guéridon nappé de mauve, des tasses en porcelaine, une théière fumante. Les reines forment l'œil du cyclone. La force de leur volonté dompte le glimmer évanescent. Pour un temps. Les confins des Vergrès fondent déjà, constate la première reine de ses yeux dorés. Le royaume entier retournera bientôt au néant. Il lui faut un monarque, affirme la deuxième. Le roi gris est parti depuis trop longtemps. Parti? Quel doute euphémisme, Mab, commente la dernière. La reine aux yeux d'or, Titania, lui coule un regard haineux. Sa voix, aussi altière que sa parure est immaculée, n'en trahit pourtant rien. Vous avez raison, Ouna. Ne mâchons pas nos mots. Le roi gris est mort, il doit être remplacé. Titania pose 3 doigts sur l'anse de la théière et remplit les tasses à ras-bord. Un geste banal, sublimé par sa beauté. La reine de radiance flamboie comme un été sans fin. La blondeur de ses cheveux rend sa couronne de marbre bois presque terne.
une breloque indigne de ses traits ciselés. Seule une mèche d'argent ose troubler la perfection de sa coiffure. J'ai raison, s'étonne Oona. Psha! Un jour a marqué d'une pierre blanche. Elle s'esclaffe, cachant ses petites dents très pointues derrière un éventail. La reine de Sempervirente parle fort, rit fort. Trop pour une si frêle personne. Elle est la plus verte du trio. D'abord par son âge, 15 ans en apparence, à 4 ou 5 siècles près. Puis par son teint olivâtre, ainsi que le fouillis de ses cheveux couleur de mousse. Enfin, par sa longue cape en feuilles de chêne, portée autour d'une robe de velours vert forestier. Je me souviendrai de ce jour que si nous tombons d'accord toutes les trois, rétorque Mab. Voilà qui serait une première. L'impatience couve sous sa voix frigide. La reine de Calde a passé l'âge des plaisanteries. Elle a passé tous les autres aussi. Sa peau neigeuse s'étire sur son visage creusé de rides, tel un col de montagne après une avalanche. Le feu froid qui brûle dans ses yeux rappelle le bleu moiré de sa toilette, aux manches et autour de cou doublés d'hermine. De minuscules stalactites de glace se forment là où ses doigts blafards agrippent sa tasse. Même la porcelaine frémit en sa présence. Quel candidat au trône allons-nous donc choisir, continue Mab. Une candidate, s'exclame Oona. J'en ai assez des rois. Elle se tourne aussitôt vers Titania. Sans vouloir porter offense à votre défunt époux, ajoute-t-elle en pouffant. Sa pique ricoche sur un plastron d'indifférence. Il est vrai que nous n'avons jamais failli, contrairement à nos rois, répond Titania, et nos contrées ont besoin de stabilité, maintenant et pour toujours. Son regard embrasse la lampe qui se désagrège. Dans quelques mois, une année tout au plus, il n'en restera que du glimmer brut. Le temps presse. Vous voulez que je continue? Bah non, c'est bien, ça nous laisse dans le suspense pour continuer. Merci infiniment, ça donne vraiment trop envie de lire la suite. Mais merci infiniment pour ta présence. C'était trop chouette d'avoir la réponse à nos questions et de t'avoir avec nous. C'est la première fois qu'on reçoit un auteur ici, donc vraiment trop honoré. On a un auteur incroyable pour cette première, donc c'est trop chouette. Merci beaucoup. Et du coup, bah, nous, on va continuer sur notre petit programme pour lire ton tout dernier né, on va dire, la princesse sans visage, dont tu nous as lu le prologue. Je ne sais pas si tu as un petit mot de fin, à part ce qu'on s'est déjà dit. Bah, merci de m'avoir accueilli, et puis merci d'avoir été là avec vos questions très intéressantes. C'était chouette. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir, et en tout cas, bonne lecture pour celles et ceux qui ont décidé d'embarquer pour les royaumes immobiles aux côtés d'Ivy. Trop bien, bah merci infiniment, c'est trop chouette. Je te souhaite une très douce soirée, une très bonne fin de dimanche, et on te recevra encore avec plaisir, peut-être pour le prochain, du coup, qu'on va attendre avec impatience. Oui. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.